sommes de retour dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport, comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles. Justement, le club en 2026 fêtera ses 20 ans. 4 journalistes du journal Sud-Ouest ont sorti le livre Histoire d'une folle reconquête aux éditions Sud-Ouest, avec notamment Nicolas Le Gardien, Arnaud David, Fabien Pont et vous, Yoann Lesoriès. Ce livre vous plongera vraiment dans les coulisses du club avec des interviews exclusives, une retranscription de l'histoire entre la fusion entre les clubs de Bègles et du Stade Bordelais. Bien sûr, le joueur du plus grand nombre de matchs, je ne veux pas spoiler, Yoann, mais c'est comme Jefferson Poirot. Alors, au 5 octobre, c'est 258 matchs, ça va augmenter, hein, bien sûr, le nombre de matchs, mais voilà, faites partie de l'histoire de ce livre tout de même. Yoann, d'où est venue un petit peu l'idée, pourquoi avoir sorti ce livre avec 3 autres journalistes du journal ? On voulait marquer le coup à l'approche des 20 ans. L'Union Bordeaux-Bègles, qui était à l'époque l'USB-CABBG, un acronyme imprononçable, un peu long. Donc l'Union du Stade Bordelais et du CABBG, en 2006. Et donc on voulait raconter cette histoire. Il se trouve... entre le temps qu'on ait eu l'idée et la sortie du livre, il y a eu un titre qui est venu concrétiser cette belle histoire. Donc c'était la parfaite occasion pour remonter le fil de l'histoire de l'UBB. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre ? Vous allez retrouver toute l'évolution, l'histoire de l'UBB qui n'a pas été cousue de fil blanc, hein, même si aujourd'hui on voit le Stade Chaban-Delmas plein, on voit l'UBB qui joue les premiers rôles, qui vient de titiller le Stade Toulousain, qui vient de décrocher son premier titre en Champions Cup. Elle est aussi passée par des moments difficiles. Jeff pourra en témoigner, je suppose. On a voulu raconter tout ça et puis ressortir les quelques joueurs. On n'a pas pu tous les citer, évidemment, mais qui ont marqué l'histoire de ce club par période. Mathieu, vous aussi, entre guillemets, vous faites partie de cette histoire de l'UBB avec cette émission de Top Rugby, quand même, qui a quasiment 10 ans, voire même plus. Oui. C'est vrai que l'UBB, c'est un jeune club, mais qui a quand même une grande histoire aujourd'hui. Ben oui, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, Yoann l'a dit, Chaban est plein, mais l'histoire a démarré à Moga. C'était pas plein au début à Moga. Jeff pourra en témoigner aussi. Donc c'était un jeune club quand on compare justement avec le Stade Toulousain, même le Stade Français qui est centenaire. Enfin voilà, il y a quand même peu de clubs, jeunes clubs aujourd'hui en top 14. Et donc ça rend hommage aussi, j'imagine, à travers ces pages, à tout le travail qui a été fait par Laurent Marty et tous ceux qui ont participé aussi. Donc à la construction, on avait fait une émission, Yoann était là sur les 10 ans, je crois, il y a quelques années ici même, donc voilà, on est toujours là aussi auprès de l'Union Bordeaux-Bègles. Alors on va vous poser la question dans un instant de comment était le club en 2012 à votre arrivée, Jefferson, mais juste avant, Yoann, est-ce que vous qui suivez le club quasiment au quotidien, est-ce qu'on découvre des choses tout de même en faisant ce livre ? Est-ce que vous avez découvert des choses ? Découvert, non, ça fait quand même 10 ans que je suis l'UBB. Et Jeff Poirot, que je connais maintenant depuis longtemps. Mais on est revenu vraiment sur les grandes lignes. Vous aurez à la fin de l'ouvrage, on a répertorié tous les joueurs qui ont porté les couleurs de l'UBB sur au moins un match officiel. Ça fait 331 joueurs. Alors oui, certains, on les a oubliés, ça sera l'occasion de les remettre à l'honneur. Et justement, parmi ces joueurs, 258 matchs au 5 octobre par rapport au livre Jefferson. Comment était le club en 2012 ? Le club en 2012, alors déjà, il faut savoir qu'en 2012, quand tu allais être recruté, tu visitais pas le club. Ok. Pour vous dire déjà l'état d'esprit. Et ça a duré quand même un petit peu longtemps, ça. Parce que il y avait pas d'infrastructure plus que ça. Il y avait une salle de muscu dans le bâtiment administratif qui est cours Delphin-Loche. Donc voilà, c'était je me souviens qu'il y avait un côté altéro, on pouvait pas faire de l'épaulé jeté. Voilà, donc c'est un mouvement où on jette la barre en l'air parce que le plafond était trop bas, par exemple. Alors voilà, faut remettre un peu le contexte. Ça paraît réel, quoi. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y avait pas de cantine comme il y a aujourd'hui. Donc, on prenait le petit déj à la maison. À midi, on rentrait manger chez nous. Et enfin voilà, donc voilà, ça a bien évolué. Et je sais même, par rapport à ce que m'avaient dit les joueurs qui étaient avant, les Adam Jolac, les Hugh Chalmers, qu'avant ça même, eux étaient déjà contents de tout faire à Moga, parce qu'a priori, ils allaient dans une salle de muscu dans Bègles. Enfin bon, voilà, c'était vraiment archaïque. C'est quoi le souvenir de quand vous êtes arrivé qui vous a le plus marqué ? C'est ça ou il y avait d'autres choses ? Franchement, c'est un peu négatif, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'arrivais de Brive. Et pour moi, je sais pas, j'imaginais Bordeaux un cran au-dessus.
Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai été un peu choqué des infrastructures. Parce que par exemple, on avait le vestiaire sous la tribune, et donc il y avait le vestiaire. En prolongement, il y avait un petit espace où il y avait les kinés, et en prolongement, il y avait la douche, et en face des kinés, il y avait les toilettes. Donc en fait, par terre, il y avait ça debout, d'eau dans la salle kiné et tout. Je me disais, mais attends, c'est pas possible, t'arrives de Brive, où il y a quand même... Comme à la laine, en fait. Ouais, je me disais, il y a quand même des installations... il y avait une belle salle de muscu, il y avait un centre de formation avec des salles de cours vitrées magnifiques à Brive, quand même des installations de bon niveau. Et là, j'arrivais là à Bègles, je me suis dit, mais là, t'arrives dans un club amateur, c'est pas possible. Voilà, ça m'a un peu surpris, quoi. Voilà un petit peu les souvenirs. On va en parler d'autres. C'est vrai, vous avez parlé, il y a eu des joueurs qui sont arrivés de tout horizon, un Américain, un Moldave, un Lituanien. Alors, ce Moldave, c'est bien sûr Vadim Kobias. On a visé tous les pays. Qui a beaucoup plus marqué l'histoire de l'UBB que les deux autres. Ouais. C'est vrai que voilà, on a tout visé en pays, quoi. Tout le monde est arrivé à Bordeaux. Oui, puis les nationalités diverses et variées, puis ça me fait penser à cette équipe de la montée en top 14. C'est Henri Broncan, juste avant la finale face à Albi, qui avait dit que c'était une équipe de mercenaires, parce que pas grand monde connaissait les Olé AVI, Blair Connor, Matthew Clarkin un peu plus, parce qu'il avait déjà joué à Montauban. Puis on se rend compte que... malgré toutes ces nationalités agglomérées, ça a fait une vraie équipe. Et puis aujourd'hui, tous ces joueurs dont je viens de parler, ils sont plus bordelais que tous les autres Samoans ou Australiens ou tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes arrivé, Jeff, l'UBB jouait le maintien. Ça a duré quelques saisons. Ouais, ça a duré les 3 premières saisons. En gros, on a joué le maintien. Peut-être la troisième où on a cette pénalité de Lionel Boxis en face des poteaux à Toulouse, où finalement on fait une super saison et on peut se qualifier sur cette pénalité. Et finalement derrière on va décrocher la Champions Cup en barrage. Voilà, donc voilà, ça c'est le tournant, on va dire, le premier tournant vers d'autres horizons de l'UBB, quoi. Il y avait aussi, on a noté, et c'est bien sûr dans le livre, pour moi il y a un match quand même aussi en référence, c'est le 2013, le 41-0 contre Toulon aussi. Ouais, celui-là. Vous l'avez pas mis en avant, mais celui-là, il a marqué aussi quand même... Ouais, celui-là, en fait, il a marqué dans le sens où on fait un début de saison compliqué. On est 13e tout le début de saison. Et c'est Bernard Laporte, à l'époque, l'entraîneur de Toulon. Il y a Wilkinson. Et ils viennent avec une équipe en plus que cohérente. Je me souviens que face à Camille Lopez, il y avait Johnny Wilkinson. Moi, quand je rentre, je suis en face de Karl Lehmann. Donc c'est vrai qu'il y avait une équipe plus que cohérente, et il y avait eu des suspicions comme quoi Bernard Laporte aurait fait exprès de lâcher le match à Bordeaux parce qu'on était en difficulté. Je me souviens que les Montois à l'époque avaient lancé ce type de rumeur parce que c'était improbable qu'on gagne ce match, et 41-0 avec un full house de Camille Lopez, marqué de toutes les manières. Et si on doit faire un tour de table, pour vous c'est quoi le moment le plus fort du club pour vous ? Moi c'est le 41-0 contre Toulon. Ouais, je me rappelle parce que ça avait marqué quand même les esprits, et je pense que là l'UBB est devenu vraiment crédible, enfin en disant voilà, parce qu'il y avait toute une polémique, Jeff a raison de la rappeler, mais quand même l'UBB envoyé un signal fort à la concurrence, et après il y a eu la confirmation derrière effectivement avec la montée, mais je pense que c'est le match de la bascule aussi. Pour moi, je me rappelle très bien de ce moment là, donc moi je mettrais celui-ci. Johan? Moi je mettrais la demi-finale de Pro D2 à Grenoble. L'UBB termine 5e, je crois, de la phase régulière. Grenoble est archi favori, Personne n'attend l'UBB. Il y a 10 supporters girondins à Grenoble. Et l'UBB l'emporte et donc se qualifie pour cette finale face à Albi. On connaît la suite, la montée en top 14. Mais ce match-là à Grenoble, personne n'attendait l'UBB. Jefferson, un moment... Pas forcément, peut-être là, il y a sur la Coupe d'Europe, bien sûr, mais peut-être il y a un match ou quelque chose. Non, mais avant ça, c'est donc le 41-0 forcément, mais moi, ce qui m'a peut-être marqué, qui a marqué le tournant, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première fois qu'on s'est qualifié en Champions Cup, parce qu'il faut rappeler le contexte. On a une énorme déception une semaine avant, mais vraiment une énorme déception. On se dit, bon là, on a loupé le coche vraiment, et on se déplace pour le barrage. On joue contre Gloucester,
à Worcester, qui est à 10 minutes de Gloucester. Donc on se dit, mais c'est fait exprès, c'est pas possible qu'on aille là-bas. Et je me souviens que Raphaël Ibanez nous avait dit, bon les gars, je vous le dis, on démarre avec moins 20. Il nous avait dit. Bon, au final, on s'est débrouillé pour être à 19-0 pour Gloucester à la 20e, donc on était à moins 40 même. Et au final, on remporte ce match sur un drop de Pierre Bernard en toute fin de match. Donc c'est vrai que là, c'est un super moment et on qualifie le club pour la première fois pour la Champions Cup et on reste qualifié après grâce à ces 7e places, parce qu'au final, après, on n'a jamais été dans les 6 jusqu'à 2020. Même 2021 du coup, parce que la saison 2020 s'est arrêtée, mais du coup on laisse le club qualifié pour plusieurs saisons en Champions Cup. Autre tour de table, le joueur qui vous a plus marqué? Ouais. Là il y en a vraiment quelques-uns, mais celui qui me vient en premier à l'esprit quand on me dit ça, c'est quand même Olé Avéi, parce que Olé Avéi, quand t'arrives et que t'es jeune joueur, c'est vrai que il te dédramatise un peu tout ce monde-là. Moi, j'arrivais de Brive où, en gros, pour te préparer, il mettait les 3 quarts au milieu du cercle et tous les avants autour, et c'était on se hurlait dessus. Et j'arrive dans un vestiaire où j'ai un talon qui est comme ça, qui fait 120 bars, qui joue de la guitare, qui met des steps à tout le monde, qui rigole toute la journée, et à 5 minutes de rentrer sur le terrain, le mec, c'est plus le même, il vomit, parce qu'il vomissait. Donc tu l'entends vomir et il est transformé. Je me disais, mais comment il fait pour se préparer et switcher comme ça? Et c'est vrai qu'il m'a fait apprendre, il m'a appris beaucoup de choses sur la préparation d'un match. Johan, un joueur qui vous a marqué? Je vais aller vers les lignes arrière. Moi, Met Taleboula, à l'époque du grand Met Taleboula, j'ai regardé le best-of là, juste avant le France-Fidji sur YouTube. C'était quand même très impressionnant. Mathieu? J'aurais eu tendance à dire Adam Ashley Cooper, même s'il n'a pas marqué l'histoire du club, mais oui, alors, c'est pas lui que je vais choisir, je vais plutôt choisir en historique, et j'hésite entre Hugh Chalmers et Matthew Clarkin. Les deux, je vais mettre les deux quasiment ex aequo. Et Hugh aussi, parce qu'il venait souvent ici et qu'il nous a fait quelques belles bêtises, on va dire, pour rester poli à l'antenne. En tout cas, voilà. On voit que chaque joueur a mis une pierre à l'édifice quand même de cette jeune histoire tout de même de l'UBB que vous pouvez retrouver aux éditions Sud-Ouest, histoire d'une folle reconquête, coécrit par Nicolas Le Gardien, Arnaud David, Fabien Pont et vous, Johan Les Oreilles. On peut le retrouver partout aujourd'hui, ce livre, un joli cadeau de Noël. Partout dans les librairies, les grandes surfaces, le cadeau idéal de Noël. Voilà, si vous êtes fan de l'UBB. Merci Jefferson Poirot d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert la boîte à souvenirs. Et également merci Johan également d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour débriefer le match face à la section paloise. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission. Bonne soirée à tous.